Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce podcast, le Transistor. Moi, c'est John, aussi dit Genderfluid, artiste drag queer entre autres choses. Dans cet épisode hors série, nous allons parler de la place des hommes cisgenres en milieu queer. Il s'agit d'une retranscription d'une table ronde organisée sur le sujet. Je remercie toutes les personnes y ayant participé. À cette occasion, nous avons abordé la misandrie comme mécanisme naturel, mais aussi comme outil politique. Nous avons aussi parlé de son impact sur les personnes queer, de transmisogynie, de non-binarité, de la question des hommes trans, d'adelphité, de bi- et panphobie, et de bien d'autres choses encore. Je te souhaite une belle écoute. Avant tout, revenons en arrière. J'ai souhaité organiser cette table ronde sur ce sujet, car j'ai moi-même beaucoup évolué sur la question grâce à des discussions avec des personnes queer. J'ai très longtemps défendu la misandrie, d'abord comme un mécanisme naturel, puis comme un outil politique. Commençons donc par le début et définissons ce sujet qui va être central dans cet épisode. Qu'est-ce que c'est, en fait, la misandrie ? Une fois n'est pas coutume, Wikipédia lui attribue deux définitions bien différentes. La première serait le fait d'éprouver du mépris, voire de la haine, pour le sexe masculin. La deuxième serait de préférer célébrer ses sœurs plutôt que de plaire aux hommes. Ça tombe bien, au cours de cette table ronde, nous avons discuté des deux. Cependant, je ne vous cache pas que nous nous sommes plus concentrés à développer la première que la seconde. Mais avant ça, j'ajoute une note. Nous avons été confrontés à la difficulté d'aborder des sujets qui ne nous concernaient pas directement, notamment la transmisogynie et la question des hommes trans. En effet, aucune personne étant présente n'était concernée. Donc si vous êtes une personne transfemme ou transmasque et que ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions en parler ensemble. Note numéro 2. Il est à savoir que dans cet épisode, j'évoque l'ensemble des sujets et points de vue abordés lors de la table ronde et que j'en suis les logiques. Mais il est aussi à ajouter que pour articuler et pour en étoffer les arguments, je les nourris aussi de réflexions personnelles. Maintenant, lançons-nous dans le vif du sujet. Avant tout, nous avons ensemble établi que la misandrie est un mécanisme légitime. Dans un monde misogyne où les hommes agressent massivement et se protègent les uns les autres pour le faire, on a encore pour exemple en ce moment l'affaire Pellico. Il est normal de s'en méfier, de les mépriser voire de les haïr. Nous sommes très nombreux et nombreuses à devoir porter les traumatismes de leur violence. Cette violence misogyne, c'est-à-dire le mépris voire la haine des femmes et des personnes identifiées comme telles, qui est systémique, et non d'un fait isolé ou individuel. On peut donc effectivement dire que ce groupe social est un groupe de prédateurs. Les deux pendants, le pendant systémique et celui de l'expérience personnelle, orientent donc tous les deux vers une misandrie. Celle-ci en réaction avec la misogynie sociétale. Pourtant, on n'a pas forcément envie de se confronter à la question misandre ou de l'articuler auprès de nos proches, ou moins proches, car elle va être source potentielle de violence, elle aussi. En effet, on pourra être confronté à un large panel de rejet de la part de nos interlocutrices, allant du not all men à des insultes d'hystériques, voire des propos ou des actes encore plus violents. La misandrie est donc une réaction à la misogynie qui, elle, est sociétale. Quand les détracteurs de la misandrie disent que nous faisons que reproduire le schéma que l'on dénonce, il leur est souvent répondu que la misogynie tue, là où la misandrie gêne. Au-delà de ça, elle peut être aussi considérée comme un outil politique, pour notamment sortir de la misogynie intériorisée. En effet, dans une société renvoyant quotidiennement et massivement des messages misogynes, il est impossible, même en tant que personne sexisée, c'est-à-dire les femmes cisgenres, les personnes trans, non-binaires et intersexes. Il est impossible donc, même en tant que personne sexisée, d'échapper à cette misogynie intériorisée. La misandrie peut aussi permettre de sortir du schéma hétéronormé dans lequel on évolue tous, pour reprendre le pouvoir sur nos choix. Il s'agit par exemple de sortir du male gaze, le regard masculin, qui nous est adressé constamment, ce qui permet de se réapproprier son propre comportement et de ne plus l'orienter autour du désir des hommes, et de ce qui pourrait les attirer chez nous. La misandrie permet encore de choisir où placer notre énergie et notre attention, notamment sur nos adelphes sexisés plutôt que sur les hommes. C'est donc un outil précieux dans notre travail de déconstruction, mais pas seulement. C'est aussi un processus cathartique, quand ce travail est déjà bien amorcé. La catharsis étant un moyen de nous purger de nos émotions pour trouver un sentiment de soulagement,
voire de plaisir. En effet, quand on a évolué dans une société qui nous place sous le joug des hommes, s'en moquer et les critiquer peut faire le plus grand bien. Enfin, c'est aussi une manière de remuer les hommes. Ces hommes qui souvent se laissent porter par leurs privilèges, notamment celui de ne pas avoir à se déconstruire dans une société qui, quoi qu'il en soit, les portera au nu. Quand nous, personnes sexisées, faisons un travail permanent sur nous et sur nos modes de fonctionnement. Cependant, qu'on défende la misandrie dans la société mainstream peut s'entendre, mais dans nos cercles queer, beaucoup moins. La misandrie n'y a pas besoin d'être défendue tant elle en est la pensée dominante. Elle en devient parfois même une source de conformisme social. Dans l'espace queer, ce n'est plus l'hétérocisnormativité qui prédomine. Alors, lors de cette table ronde, loin de faire du not all men, on s'est quand même permis de critiquer ce mouvement politique. Très vite, nous en sommes venus à parler de transmisogynie, qui est la misogynie envers les personnes transféminines. Bien sûr, quand nous parlons de ce sujet, le premier mot qui vient en tête, c'est celui de TERF, Trans Exclusionary Radical Féministe. C'est un mouvement ouvertement transphobe. Ce sont des personnes qui se disent féministes tout en excluant les femmes trans de leur lutte. Mais sans en arriver jusqu'à ce mouvement qui assume sa transphobie et la porte comme un étendard, la transmisogynie, à l'instar de la misogynie, peut être beaucoup plus insidieuse. Dans le cadre de la misandrie, les personnes transféminines peuvent rapidement se sentir comme le loup blanc au milieu de la bergerie, le danger, l'ennemi. Et même avant ça, cette misandrie peut venir s'immiscer dans leur questionnement de genre et leur motivation. Sont-elles véritablement des femmes trans ou souhaitent-elles fuir le genre qui leur a été assigné à la naissance ? Comment seront-elles accueillies par les milieux queer ? Et si leur expression de genre, la façon dont elles sont perçues, n'était pas assez féminine pendant leur transition ou même après ? Qu'en sera-t-il de cet accueil ? Autant de questionnements qui viennent polluer leur cheminement et remettre en question leur légitimité. Dans une société dans laquelle les violences envers les personnes transféminines sont au plus haut, ces violences intracommunautaires viennent s'y ajouter. Elles peuvent être la source d'isolement, d'un profond mal-être, de dysphorie de genre, une anxiété plus ou moins profonde et dépressive, de ne pas se sentir confortable dans son propre corps. Et nous savons tous où ces problématiques peuvent malheureusement mener. Les personnes transféminines doivent alors habilement jongler avec les codes sociaux féminins dans lesquels il leur faut rentrer, mais pas trop, car sinon, on alimente le joug du patriarcat. Très vite apparaît la question de qui a le droit de se dire non-binaire. Il est courant, voire systématique, que la légitimité des personnes assignées hommes à la naissance, faisant une transition vers la non-binarité, soit questionnée, voire broyée. Combien de fois avons-nous entendu que les AMAB, les personnes assignées hommes à la naissance, non-binaires donc, sur les sites de rencontres ne le sont que pour pécho des féministes ? Quelle place cela laisse-t-il aux AMAB non-binaires ? Cela veut-il dire qu'elles n'existent pas ? Ou faut-il qu'elles montrent patte blanche par toute une myriade de procédés ? Visiblement, mettre du vernis à ongles et du maquillage ne suffit pas. Au contraire, elles sont parfois considérées comme encore plus suspects, comme si ces artifices étaient forcément là pour feindre une déconstruction. Quelle expression de genre doivent-elles alors adopter ? Y en a-t-il même une qui puisse trouver grâce à nos yeux, ou sont-elles condamnées à être rejetées ? Plus que les AMAB non-binaires, le problème n'est-il pas que nous aimerions considérer comme safe, sécure, toute personne sortant de la masculinité ? N'est-ce pas là le travail que l'on a à faire sur nous-mêmes ? Non, être une personne sexisée ne fait pas de nous un être forcément si déconstruit que ça. Non, cela ne nous exempte pas de toute forme de violence, quelle qu'en soit sa virulence. On en reparlera. Bien sûr qu'au-delà du groupe social des hommes, nous sommes légitimes de nous méfier de n'importe quel individu, queer ou non. Il est tout à fait entendable que nous puissions, sans avoir de preuves matérielles, avoir des craintes sur des individus, ce pouvant être en lien avec notre histoire. La question étant, qu'est-ce qu'on fait de cette méfiance a posteriori ? Nous avons le choix de l'articuler auprès de la personne, d'autres personnes, ou de la taire et de la garder pour soi. Ça, il faut avoir conscience que ça implique et impacte plus que soi. Que l'on choisisse d'avoir une vigilance accrue ou non sur cette personne, ça nous appartient. La misandrie impacte toutes les sphères queer. La question du rejet masculin ne peut qu'avoir un impact sur les hommes trans. Combien de personnes en questionnement sur leur transmasculinité j'ai entendu se questionner sur le fait de basculer du côté obscur de la force ? Toutes ces personnes qui ne veulent pas s'assimiler ou être assimilées au clan des agresseurs. Quand dans le monde queer l'ennemi numéro 1, ex aequo avec tout un tas d'autres ennemis, c'est le patriarcat,
ça dit quoi de nous? Et quand tout notre cercle social passe son temps à faire des blagues, voire des remarques premier degré sur les hommes, comment fait-on pour s'y retrouver? Au-delà de ça, un autre questionnement est celui de la discrimination positive des hommes trans, considérés comme des hommes, mais en moins dangereux, en déconstruits, plaçant encore un mur entre eux et les autres. C'est non seulement questionnable en soi, mais même infantilisant. Alors comment se construire en tant qu'homme face à la misandrie? Une autre partie des queers que touche indirectement la misandrie, ce sont les bi et pansexuels. Ces personnes peuvent rapidement se sentir jugées par des personnes tenant des propos misandres. Comment se sentir légitime dans son cercle queer quand on leur renvoie systématiquement que les hommes sont des personnes détestables desquelles il faut se tenir les plus éloignés possible? Plus encore, le principe de la golden lesbienne, la lesbienne ultime, qui serait celle qui n'aurait jamais relationné avec aucun homme, renforce cette comparaison de pureté queer et lesbienne. La bi et panphobie sont réelles dans nos cercles, notamment quand on s'identifie à un féminisme matérialiste, un féminisme qui se base sur le vécu matériel et les oppressions en découlant. La discrimination que subissent effectivement les personnes, et pas celle qu'elles sont susceptibles de subir. Ainsi, en tout cas pour une partie d'entre elles, une personne pansexuelle, étant à un instant T en relation avec un homme et pas avec une femme, ne serait pas légitime à être présente dans des cercles en non-mixité choisis autour du lesbianisme. Bien sûr, le lesbianisme politique, le fait de choisir de relationner qu'avec des femmes, voire qu'avec des personnes sexisées, a toute sa légitimité dans les luttes queer. Mais sa limite est atteinte quand il exclut ou stigmatise les personnes queer n'opérant pas ce choix. Lors de cette table ronde, je rapporte une expérience personnelle. Un jour, un homme cisgenre m'adresse un message me faisant part qu'il vient de conscientiser des violences incestuelles qu'il a vécues dans son enfance. Nous choisissons de nous voir autour d'un repas pour en parler. Je peux dire sans détour que j'ai ressenti un profond sentiment d'adelphité envers cette personne, étant moi-même concernée par ces violences. Chose qu'il savait. Une adelphité bien plus grande que celle que je peux ressentir pour des personnes lesbiennes qui sont pourtant a priori plus proches de ma façon de vivre et de penser. A priori seulement, quand leur misandrie m'a énormément remué à l'endroit de ma légitimité à me dire queer. Non, quand nous relationnons avec des hommes, nous n'en sommes pas moins queer. Nous n'expérimentons évidemment pas les mêmes oppressions, et c'est important de le reconnaître, mais ça n'enlève rien à notre légitimité de personne queer. Les agresseurs ne sont pas des monstres, il est nécessaire d'arrêter de les diaboliser. Nous sommes maintenant nombreux à défendre ce fait. Il est important de se rappeler que les agresseurs sont nos proches, la majorité du temps. Le mythe de Gollum au fond d'une allée est à détruire si nous voulons faire avancer les choses. Car s'il n'est ni acceptable ni dissible de dire que l'on a agressé quand l'image que l'on a c'est Gollum au fond d'une allée, il est beaucoup plus facile de le reconnaître quand on sait que oui, la majorité des hommes, si ce n'est tous les hommes, ont déjà agressé. Il n'y a que comme ça qu'un dialogue pourra se créer et que les accusés avoueront enfin les faits. Nous sommes même allés plus loin en précisant que nous sommes tous des agresseuses en puissance. Personne n'est à l'abri, tout queer et déconstruit que nous sommes, d'avoir été ou d'être à un moment donné à l'origine d'une agression, plus ou moins violente soit-elle, et même si elle est opérée de façon inconsciente ou en tout cas involontaire. Moi-même, en lisant mal les signaux qu'une personne m'a envoyés, j'ai été à la source d'une agression. Je croyais qu'elle souhaitait provoquer chez moi un certain comportement, mais ce n'était pas le cas. Cette agression s'est très vite finie, à partir du moment où j'ai compris ce qu'il se passait. Mais elle a eu lieu. Et il se peut que pour autant, son impact n'ait pas été moins fort aux yeux de la personne qui l'a subie. Elle a existé. Et je le dis, même si c'est entouré de honte et de peur que je le fais. Nous avons digressé jusqu'à évoquer le fait que nous sommes même parfois nos propres agresseuses. Quand nous ne savons pas dire non, je ne sais pas vous, mais je ne compte pas le nombre de fois pendant lesquelles ça m'est arrivé. Il devient alors compliqué de recevoir les oui de nos partenaires, quand nous l'avons tant de fois prononcé en pensant non. D'où une surcompensation autour du consentement dans les milieux queer, milieu au sein duquel souvent on en vient à demander à outrance le consentement de l'autre, voire à le questionner quand il nous est donné. Pire encore, une surcompensation qui mène à l'immobilisme. De mon côté, j'ai appris que seules les personnes auprès desquelles je parvenais à être tranquille concernant la véracité de leur consentement sont celles qui disent non. Si une personne sait me dire non, alors je peux estimer que ses oui sont solides. Enfin, on s'est demandé si la misandrie n'était pas une protectrice de la binarité de genre,
Nous qui sommes nombreux à souhaiter l'explosion de cette binarité, ne continuons pas de la perpétrer à travers elle. En conclusion, nous nous sommes demandé si toute la question n'était pas de répondre oui ou non à la misandrie, mais de se demander jusqu'où aller. Si ce n'était pas finalement une question d'équilibre. Si la limite n'était pas au moment où, consciemment, cela risquait de heurter une autre personne queer, à minima. Merci à toi pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le liker et à t'abonner au podcast pour être informé de ceux à venir. N'hésite pas à m'envoyer tes retours, tes avis, le sujet sur lequel tu aimerais intervenir ou encore pourquoi pas un projet que tu aimerais que l'on mène ensemble. Tu peux le faire sur Instagram @genderfluid, compte que je t'invite à suivre également pour connaître toutes mes actualités à venir, quelles qu'elles soient. Ateliers, shows, podcasts et bien d'autres projets. N'hésite pas non plus à envoyer cet épisode à cette personne de ton entourage dont tu sais qu'elle pourrait y tomber la tête la première. Un grand merci à Savon pour son aide précieuse dans la création de cette émission et à Adam pour ce magnifique design. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je t'adresse toute ma douceur.